les braconniers et retrouver des pièges. Au bout d'une heure de marche, une première découverte. On a besoin de vous, venez avec un chien, un piège pour vous. Spécialement dressé, ce Saint-Hubert est un auxiliaire efficace. L'odorat de cette race d'origine belge est presque infaillible. Ce piège permet de blesser un gorille. Quand on le fait, c'est la facture avec le braconnier et cherche. Dès qu'il a allumé un indice, plus rien n'arrête le chien. Pour se protéger, son maître porte un masque. Le Saint-Hubert fonce à travers tout. Une folle cavalcade commence. Elle ne s'achève que lorsque le braconnier est arrêté. Motivation. Daddy. Daddy. Oui. Daddy. Ceci était un exercice grandeur nature. Plus facile à dresser, seules les femelles sont utilisées pour pister. Les Virungas sont confrontés aussi à d'autres menaces. La pression démographique des millions d'habitants de la ville de Goma, les besoins de nouvelles terres et la fabrication clandestine de charbon de bois, le Makala, hypothèquent l'avenir du parc. Mais la menace la plus sérieuse, c'est la présence à l'intérieur du parc de groupes armés. Situés aux frontières de l'Ouganda et du Rwanda, les Virungas sont victimes des conflits régionaux. L'année dernière, 11 gardes ont été tués. La survie des Virungas est un combat de tous les jours. À quelques 200 km plus au sud, en bordure du lac Kivu, un autre volcan, le Kaouzi. Il n'a pas craché de lave depuis des millénaires, mais il est loin d'être éteint. Au pied du géant endormi jaillissent de nombreuses sources d'eau chaude, preuve d'une activité volcanique persistante. Il y a du souffle, il y a du souffle, ouais. Il y a du souffle. Et alors, comme la température à la surface, c'est 66 degrés. Alors, si on doit forer, on doit atteindre encore une très bonne température. Or, avec 100 degrés, il y a déjà la possibilité d'avoir une géothermie, la possibilité de l'électricité, il y a la possibilité pour les industries, il y a le tourisme, également. Donc, pour ça, si on doit faire de bonnes études adéquates pour connaître la composition chimique de ces eaux ici. Sylvanos est sismologue. Il est chargé de surveiller les risques de tremblements de terre fréquents dans la région. Derrière cette porte, les instruments de mesure. Il fonctionne avec une batterie de voiture. Prédire un tremblement de terre, c'est très difficile. Très difficile quand nous n'avons pas un réseau intense. Vous voyez que nous n'avons que 3 stations, alors que dans l'ancien temps, quand on avait tout le bateau, on avait d'autres 10 stations. Et nous, vétuste, ce n'est pas trop vétuste, mais ça donne quand même des informations viables. Le broadband, là, c'est parmi les nouvelles technologies. C'est pour ça que c'est découvert pour qu'on puisse avoir les informations nécessaires pour pouvoir donner à la population. Associé au Mont Biga,
Le volcan donne son nom à un parc, le Kauzi Biega. Inscrit au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO, le parc est également repris sur la liste des sites menacés. Des années de guerre et de troubles ont provoqué un braconnage intensif, dont celui des gorilles. Quelques groupes de primates ont survécu au conflit. Cette famille compte une trentaine de membres. Ce sont des gorilles de Groer, appelés communément gorilles des plaines de l'Est. On ne les trouve qu'en République démocratique du Congo. Et 80% de la population des gorilles de plaine vit dans le parc du Kauzi Biega, à une altitude de 600 à 2900 mètres. C'est la plus imposante sous-espèce de gorille. Il ressemble à s'y méprendre à son cousin, le gorille des montagnes. Familiarisé pendant de longues années à la présence humaine, ce groupe se laisse facilement approcher. Moins médiatisés que les gorilles de montagne, ces primates attirent aujourd'hui de plus en plus de touristes. Dans ces forêts vit l'autre vedette du Kauzi Biega, le chimpanzé. Il est très difficile de l'observer dans ce milieu naturel. Mais juste à côté du parc, à Lumiro, un sanctuaire accueille des chimpanzés, des orphelins originaires de tout le pays. On connaît l'endroit où ils ont été saisis. On ne connaît pas de là où ils viennent. C'est comme Bandaka. Tu vois, c'est de là qu'elle est pointée. Le Congo compte plusieurs centres pour chimpanzés. Ils sont tous saturés. Celui de Lumiro ne fait pas exception. Ce jour-là, une petite nouvelle débarque. Une jeune femelle. Sa mère a été tuée pour sa viande. Quant à son bébé, les chasseurs voulaient le vendre comme animal de compagnie. Il y a rien. Il y a rien. Tout est bon. Tout est bon. C'est fini. C'est fini. C'est fini, c'est pas maman. Oui. Saisi par les autorités à l'autre bout du pays, ce chimpanzé est arrivé au refuge après un voyage de plusieurs jours et des milliers de kilomètres. Quand ils sont détenus par les humains, ils sont vraiment gardés dans de très mauvaises conditions, pour la plupart. La malnutrition, la déshydratation, la diarrhée, et ils ont plein de vers aussi. Donc la première chose que nous faisons, c'est que quand on le récupère, on essaie d'évaluer tous ces paramètres-là. Est-ce que l'animal est déshydraté? Quel est son état de santé? Est-ce qu'il va supporter le voyage? Pendant le transport, il faut toujours être à côté de l'animal. Il faut qu'il soit, en fait, qu'il sente qu'il y a vraiment quelqu'un qui est à côté pour faire une mère de substitution. Afin de l'acclimater à son nouvel environnement, cette nourrice prendra en charge la petite femelle pendant quelques semaines. Ensuite, elle rejoindra ses semblables dans un vaste enclos de plusieurs hectares. Elle devra apprendre à vivre en communauté et à se faire accepter par les autres chimpanzés. Ce ne sera pas facile. Ce programme ambitionne la réinsertion des chimpanzés dans leur milieu naturel. Un jour, peut-être, ces primates retrouveront la liberté dans ces immenses forêts du Congo. Un pari qui est loin d'être gagné. Nous survolons la réserve de faune d'Epoulou. Elle doit son nom à la rivière qui la traverse. À perte de vue, la forêt équatoriale. Au cœur de cette nature, quelques 9000 pygmées. Ils sont les seuls autorisés à vivre dans la réserve.
La chasse est une de leurs activités favorites. Les pygmées la pratiquent en groupe et armés de lances et d'un filet. Fabriqué à partir de fibres végétales et d'une rare solidité, le filet mesure une quarantaine de mètres, mais peut atteindre 100 mètres de long. Placés les uns à côté des autres, ils forment une clôture hermétique, un piège mortel. Les cris des femmes et des enfants rabattent le gibier, le plus souvent sans succès. Le gibier se fait de plus en plus rare. Cet après-midi-là, ce n'est qu'au 4e essai que les pygmées piégeront 2 petites antilopes. Grosses comme un lapin, les antilopes sont trop petites pour calmer la faim de tous les chasseurs. Installé dans une clairière, le campement se compose de quelques cases rudimentaires où vivent une dizaine de familles. Les enfants ont le ventre gonflé. C'est un signe de malnutrition. Les huttes font l'objet de toutes les attentions. Les feuilles sont fréquemment renouvelées. Elles protègent de la pluie et procurent de la fraîcheur. Ici, chacun s'occupe. Ce pygmée fabrique de la corde. Elle servira à la confection des filets de chasse. Les pygmées privilégient la vie communautaire, non seulement pour chasser, mais aussi quand il s'agit de s'amuser. Une de leurs activités favorites, fumer. Cette pipe qui passe de bouche en bouche renforce la cohésion sociale du groupe. Du matin au soir, ces hommes fument, et pas rien que du tabac. Michel, notre guide, connaît bien la société pygmée. En 20 ans, il a vu son mode de vie évoluer. Leur base de vie dépend de la forêt, de la chasse. Il est fier d'être dans la forêt, il est fier d'abattre un gibier, il est vraiment fier de tout faire dans la forêt parce qu'il est né dans la forêt. Il y a aussi des ONG qui viennent les soutenir parfois pour leur développement, aussi qui contribuent à leur changement de mode de vie. Ils sont en train de perdre leur âme, aussi la vie culturelle, si toutefois ils abandonnent leur mode de vie et la tradition concrète. Détenteurs des secrets de la forêt, les pygmées connaissent les propriétés des plantes et savent où les trouver. Chaque jour, ils cueillent les feuilles d'une 50aine d'espèces différentes et les apportent à la station des poules. Nettoyer, trier, ces feuilles servent à nourrir l'animal le plus étrange de la forêt. Un corps de cheval, une croupe de zèbre, une tête de girafe, c'est l'ocapi. Chaque animal a son appel. Découvert il y a un peu plus d'un siècle, l'ocapi est solitaire et discret, et il vit uniquement dans cette région de la République démocratique du Congo. La plupart des okapis des Poulous sont nés ici en captivité. Les okapis, c'est la passion de Rose-Marie Rouf. Elle s'en occupe depuis plus de 30 ans. L'okapi, c'est notre ambassadeur. Et la raison, certainement une des raisons ici, en captivité, ce n'est pas seulement l'élevage, mais c'est aussi montrer aux gens cet animal. Vous pouvez aller dans la forêt, vous n'allez pas voir un okapi. La plupart du monde ne sache pas qu'est-ce qu'un okapi, comment ça se présente. Ils n'ont aucune idée. On explique aux gens, aux Congolais par exemple, comment l'importance de forêt.
on dit regardez ces animaux, ils sont complètement dépendants des feuilles. Les feuilles que vous trouvez dans ce forêt. Si vous essayez de couper toute cette forêt, donc vous allez aussi exposer l'okapi au danger de disparaître. Dans les années 50, la station sert de zoo et de centre de capture des okapis. Sur ces images d'amateurs, on voit aussi des pygmées. Ils aident à repérer et à attraper l'okapi. Les pygmées ont développé une technique particulière pour coincer cet animal. Ils attirent l'okapi vers le fond du piège, puis au moyen de bambous, ils l'empêchent de faire demi-tour et le forcent ainsi à monter dans le canot. Ensuite commence un long périple en avion, avec comme destination finale le zoo d'Anvers. Fragiles et sujets au stress, beaucoup d'okapis n'arrivaient pas vivants, ou ne survivaient pas longtemps à cette odyssée. Aujourd'hui, l'exportation de cet animal est interdite, mais braconnée pour sa viande et sa peau, l'espèce est de plus en plus menacée. Traversée par l'axe routier qui va de Kisangani à Bunia, la réserve est l'objet de toutes les convoitises. Et Poulou attire des populations à la recherche de nouvelles terres à défricher. Des orpailleurs exploitent clandestinement l'or de son sous-sol, alors que la faune est décimée par les braconniers, aidés parfois par les pygmées. Ils sont capables de conduire, à montrer aux braconniers les endroits stratégiques où on peut trouver les pachydermes. Et bon, ils sont là-bas, ils sont payés à conséquence contre une pièce ou un morceau de viande au canet. Par manque d'hommes et de moyens, les gardes ne peuvent être partout. Sur la route nationale, ils contrôlent les véhicules qui rentrent et sortent de la réserve. Ils recherchent des armes et de la viande de brousse, c'est-à-dire du gibier braconné. Le plus souvent, ces fouilles ne donnent aucun résultat. Faire respecter la loi sur toute l'étendue de la réserve est une mission impossible. Pour faire face aux différents problèmes, les gardes sont démunis. Des mises à niveau sont bien organisées, mais faute d'argent, les exercices de tir se font sans munitions. Nous sommes sous-équipés. Du point de vue armement, nous n'avons pas des armes qui tirent bien. Et beaucoup d'armes sont endommagées, parce que ce sont des armes qui datent depuis longtemps. Bon, on ne peut pas faire face, parfois on résiste, mais avec nos armes, nous sommes obligés de replier. Auparavant, on s'est contenté avec 3 ou 4 braconniers, mais dernièrement, il y a des troupes. Pour le moment, on compte 30 ou 40 braconniers armés. Ils chassent les éléphants, les primates pour manger. Ils chassent les éléphants pour leurs ivoires et les primates pour manger. Pour lutter contre ces bandes armées, une opération avec l'armée congolaise devait être lancée. Elle n'a pas eu lieu. Prévenus, les hommes d'un seigneur de guerre attaquent Epoulou par surprise à l'aube du 24 juin 2012. Ils abattent 2 gardes, des civils, pillent et saccagent les bâtiments administratifs. Tous les okapis sont massacrés. Nous quittons Epoulou. Nous survolons une exploitation clandestine. Des chercheurs d'or qui pillent en toute impunité. Cap vers le nord pour la dernière étape de notre périple. La forêt équatoriale s'efface lentement et bientôt fait place à la savane. Elle s'étend à perte de vue. Nous survolons le parc national de la Garenne.
Il a servi de décor à Hergé et à son Tintin au Congo. Ces quelques 5000 km² d'une nature sauvage sont un des derniers refuges d'Afrique pour beaucoup d'animaux. À l'intersection de la forêt et de la savane, vivent encore d'importants troupeaux d'éléphants.